Mes amis, croyez-moi, et là je m'adresse surtout aux plus jeunes d'entre vous, s'il y a bien une chose que j'ai apprise au cours de ces 18 années d'errance, rien n'est plus important dans la vie que la télévision. Rien. Regardez-la aussi souvent et longtemps que possible avant de mourir. Faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. Salut à tous et bienvenue dans la suite de nos aventures médiatiques sur le Brexit. Avant que je vous présente le reportage du 23 juin qui sera comme d'habitude comme d'habitude en fait, il faut que je vous montre un truc assez amusant qui m'a échappé à la toute fin du précédent reportage. Je vous repasse l'extrait pour vous le remémorer. Et tout à l'heure, François Hollande, à son tour, a dramatisé l'enjeu. Le choix éventuel de sortir de l'Union européenne serait irréversible, a-t-il estimé, en annonçant par ailleurs qu'il se rendrait à Berlin la semaine prochaine pour relancer l'Union avec Angela Merkel. Le chef de l'État recevait, vous l'avez aperçu, le Premier ministre slovaque, Robert Fico. Non, on l'a pas aperçu. Parce que c'est pas lui. Non. Merci à Végétol 1 d'avoir fait remarquer dans les commentaires. Effectivement, la voiture qui se gare sur le perron de l'Elysée arbore un joli drapeau suédois, qu'on ne peut pas confondre avec le drapeau slovaque. Et le type qui en sort, qui serre la main du truc qui prétend être notre président, et qu'on voit ensuite sur les plans suivants, n'est pas Robert Fico. Il s'agit de Stefan Löfven, le Premier ministre suédois. En fait, Hollande a rencontré ces deux personnes le même jour, le 22 juin, mais au JT, dans la précipitation, ils ont dû mélanger le nom et les images des deux bonhommes. D'ailleurs, on voit Pujadas, qui est aux fraises comme d'habitude, il regarde sa fiche, et puis il a dû faire plouf-plouf entre les deux noms pour savoir lequel il allait donner à l'antenne. Puis manque de peau, il a pas eu de bol, j'ai envie de dire. Encore une belle preuve de l'amateurisme de ces gens qui se vantent de donner des informations plus fiables que ce qu'on peut trouver sur internet. Franchement, s'ils sont pas capables de nous donner une information correcte sur un fait aussi simple, quelle qu'en soit la raison, que penser de leur capacité à nous informer sur des sujets plus complexes sans se prendre les pieds dans le tapis ? Déjà que les 3/4 de l'émission, c'est des marronniers sans intérêt sur les vacanciers qui sont pris dans les bouchons, les voitures qui patinent dans la neige en hiver, les rentrées scolaires, les produits régionaux, etc. Si le quart restant, qui traite des informations importantes, est douteux, pourquoi regarder cette émission ? Oui, c'est une question rhétorique, oui. Rester ou partir, c'est l'autre actualité de cette journée. Regardez, voici le bulletin que vous auriez eu à remplir, que vous auriez à remplir aujourd'hui si vous étiez britannique. Rester membre de l'Union européenne ou quitter l'Union européenne, une simple case à cocher. Les bureaux de vote ferment dans 3 heures outre-Manche et l'Europe entière attend le résultat. Pour info, si vous étiez britannique, vous auriez aussi reçu ce guide explicatif édité par les services de David Cameron pour le vote par correspondance qui vous expliquait tout, même quelle case cocher. Une tentative de manipulation subliminale des électeurs qui ne fera pas grand bruit au JT du 20h, à la différence des mensonges de Boris Johnson sur les normes des bananes. Premier constat, il y avait semble-t-il beaucoup de monde dans les isoloirs. Récit de la journée, Fanny Stenler, Stéphane Guillemot. Certains ont revêtu l'uniforme pour l'occasion. D'autres sont venus en couple, sous la pluie ou pendant le travail, entre midi et 2. Les Britanniques ont voté toute la journée, chaque camp plus déterminé que jamais. Remain. Je vais voter pour continuer dans l'Union européenne. Si Brexit gagne, mon mari et moi, peut-être on va venir habiter en France. Alors attends une minute là, parce que il y a quelques jours on nous montrait Paul dont la retraite est payée en livres sterling et qui s'inquiétait de la chute de son pouvoir d'achat en cas de Brexit parce qu'il vit en France. Et puis aujourd'hui on nous montre cette dame, à la retraite ou proche de la retraite, qui nous dit que si le Brexit gagne, elle pourrait déménager en France. Moi je comprends plus, je sais plus où on en est là. Est-ce que le Brexit va encourager ou au contraire réduire la mobilité des personnes, et en particulier ici des retraités, entre la France et le Royaume-Uni ? Ah mais oui, je suis con, je suis bête, la cohérence on s'en fout. Le but, c'est de montrer que le Brexit, ça fait peur et c'est très négatif. C'est un jour historique pour le Royaume-Uni. Si nous quittons l'Union européenne, nous allons rater un grand nombre d'accords commerciaux. Ah bah oui, ce serait vraiment dommage de manquer le TAFTA, hein. D'ailleurs, il paraît que les négociations ont été suspendues. Moi j'attends de voir parce que le mandat de négociation de la Commission européenne n'a toujours pas été annulé, ce qui veut dire que le TAFTA est toujours sur les rails. Je veux travailler avec les Européens, pas contre eux. Et dans le camp des pro-Brexit, la même détermination.
Ça nous coûte 350 millions de livres, 450 millions d'euros par semaine de rester dans l'Europe, alors que l'on pourrait garder cette somme pour nous. Alors, l'esprit de l'argument est valable, mais sur les chiffres, c'est pas tout à fait exact. Je vais vous donner les chiffres annuels, ce sera plus clair. Le Royaume-Uni est censé donner environ 23 milliards d'euros pour le budget européen, mais à cela, il faut enlever les 5 milliards du fameux rabais européen obtenu par Thatcher. Il paye donc 17 milliards, ce qui nous fait environ 326 millions d'euros par semaine qui échappent au contrôle des Britanniques, et pas 450. Notons qu'ensuite, il y a quand même de l'argent qui revient, sous forme de subventions européennes, environ 6-7 milliards d'euros par an, même si effectivement les Britanniques n'ont pas leur mot à dire sur la façon dont cet argent est dépensé, ce qui pose la question de la souveraineté et donc de la démocratie au Royaume-Uni. D'ailleurs, avec l'immigration, ça a été l'un des thèmes majeurs de la campagne des pro-Brexit, que ce soit au travers des normes, des lois ou du budget européen, même si, comme on l'a vu, il y a eu quelques mensonges, approximations et hyperboles sur ces sujets. Donc au final, la participation du Royaume-Uni à l'Union Européenne lui coûte environ 10 milliards d'euros par an, soit 192 millions par semaine, on est loin des 450. Mais on comprend l'intérêt électoral des pro-Brexit de mettre en avant le chiffre le plus élevé. Bonsoir Loïc Delamornay, vous suivez ce scrutin pour nous, la participation semble massive, c'est aussi votre impression ? Alors oui David, pas de chiffres officiels pour l'instant, mais les médias effectivement annoncent une très forte participation. Le Guardian annonce près de 70% de participation, ce qui est supérieur à ce qu'ont connu tous les autres scrutins ici au Royaume-Uni. Et voilà qui confirme ma citation de l'article de Pierre Jour dans l'épisode précédent, nous disant que le travail d'un présentateur de JT ne consiste pas à informer, mais à suivre les sujets traités dans les autres journaux. La clé de ce scrutin, c'est de savoir si les jeunes sont allés voter. David Cameron, le Premier ministre, comptait beaucoup sur eux car les jeunes sont traditionnellement pro-Europe, mais ils sont traditionnellement abstentionnistes, ils ne vont pas toujours voter. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a tenté de les convaincre hier jusqu'à la dernière heure. Loïc, il n'y a pas de sondage évidemment, mais il y a d'autres signaux. Que disent-ils sans vouloir jouer les Madame Soleil ? Alors ça c'est intéressant. Selon Pujadas, si on commente une élection sans se baser sur les sondages mais sur les autres signaux, on joue un peu les Madame Soleil. Bon, eh bien ça il s'était pas gêné pour le faire le 20 juin, dans un reportage intitulé Le regain des pro-Europe, où on nous disait que le saut dans l'inconnu pourrait freiner les indécis, à en croire les sondages, mais aussi les autres signaux que sont les bourses et les experts. Après l'affaire Joe Cox, le camp du Remain a regagné du terrain. Plusieurs sondages suggèrent que certains électeurs, choqués par le meurtre de la députée, pourraient avoir fait le choix de calmer le jeu en restant dans l'Europe. La livre sterling est remontée et les experts pensent que le saut dans l'inconnu pourrait freiner les indécis. Et maintenant on va commenter les mêmes signaux, mais sans jouer les Madame Soleil. Attention, aujourd'hui on est sérieux. Oui David, peut-être des signaux avant-coureurs et qui nous viennent de la City, la place financière de Londres. A priori, la livre sterling a remonté aujourd'hui. Ça pourrait être un signe que les marchés financiers finalement ont confiance dans le fait que le Royaume-Uni va rester dans l'Europe. Autre signe, les bookmakers, ces fameux centres de paris dont raffolent les Britanniques. Actuellement, la cote du Remain, c'est-à-dire du rester dans l'Europe, est à 5 contre 1, c'est-à-dire que les bookmakers pensent que le Remain dans l'Europe a 5 fois plus de chances d'arriver que le Brexit. Mais attention, il faut rappeler que les sondages ici sont notoirement très peu précis et généralement assez instables. Le passé l'a déjà démontré. Alors, déjà que commenter les autres signaux c'est jouer les Madame Soleil, maintenant on nous dit que les sondages, dont on nous a abreuvé toute la semaine et qui ont servi à étayer le point de vue des journalistes, sont notoirement très peu précis et généralement assez instables. Voilà. Donc ces gens savent qui brassent du vent, faut pas se faire d'illusions. Merci Loïc, on revient vers vous dans un instant. Voici d'abord comment on a vécu cette journée dans l'un des fiefs des partisans du Brexit, à Sunderland, dans le nord-est de l'Angleterre. Reportage Stéphanie Pérez, Soigny Thiebaud. Dans les tranquilles ruelles de Sunderland, la musique du film La Grande Évasion. Tout un symbole. Votez pour sortir de l'Europe, pour notre indépendance. Ce jour de vote, c'est le sprint final de Richard Elvin. Élu de la droite populiste UKIP, il milite depuis des mois pour convaincre cette ville ouvrière de voter non à l'Europe. C'est le jour de notre indépendance. Ce n'est plus Bruxelles qui décidera de nos lois. Nous allons reprendre le contrôle. Retour à la souveraineté nationale.
Dans cette station balnéaire en déclin, où le chômage est de 3 points supérieur à la moyenne du pays, où les commerces ferment les uns après les autres, le message semble avoir trouvé de l'écho. Pas beaucoup de doutes sur le choix des électeurs ce matin. Leave. 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 Sortir. Pour comprendre ce rejet de l'Europe, direction l'usine automobile Nissan, le plus gros employeur local. Donc, résumons. Ils commencent leur reportage avec Richard Elvin, député de la droite populiste, évidemment vous l'aurez vu passer, qui nous parle d'indépendance, de reprendre le contrôle sur les lois du pays, puis on nous présente la situation économique de la ville qui est pas brillante, qui serait un moteur important du rejet de l'Europe, et on s'apprêtait à nous expliquer pourquoi. Alors, comme ils nous disent que le message de Richard Elvin semble avoir trouvé de l'écho, moi, naïvement, je me suis dit que leur reportage allait avoir une certaine cohérence et qu'ils allaient chercher à nous expliquer pourquoi les gens d'ici pensent que la perte de souveraineté du Royaume-Uni au profit de l'Union Européenne a eu des conséquences négatives sur l'économie de cette ville au point de susciter un désir de retour à la souveraineté nationale. Mais non, pour les journalistes de France 2, les raisons qui motivent les pro-Brexit ne sauraient être aussi compliquées. Direction l'usine automobile Nissan, le plus gros employeur local. Y décrocher un emploi, c'est une chance. Et pour les ouvriers, l'Europe et l'immigration sont devenus des menaces. On sera mieux tout seul hors de l'Europe, sans immigration. Notre économie pourra redémarrer, on sera à l'abri d'une nouvelle récession. Sans déconner, voilà comment ils construisent leur reportage. Ils veulent leur indépendance, ils subissent la crise économique, ils sont contre l'Europe. Creusons un peu pour mieux comprendre. Ah, ils sont xénophobes, tout s'explique. Heureusement, les jeunes branchés vont sauver l'honneur de la ville. Dans la ville, ce bar branché fait figure d'exception. Le jeune patron a voté pour rester en Europe et il est écœuré par les arguments de ses adversaires. Si notre économie s'est effondrée, c'est pas à cause de l'Europe, c'est de la faute de nos différents gouvernements, de personne d'autre. Ok, alors d'abord, un test. De ces deux personnes, lequel est le jeune? Attention, vous n'avez que quelques secondes. Et la bonne réponse était évidente, voici David Harper, le jeune patron de bar branché. Putain, il se fout de notre gueule, il a au moins la quarantaine le mec. Ah, c'est vrai que par rapport à la moyenne d'âge des gens qui regardent le JT, il aura l'air jeune. Mais justement, pour éviter ce genre de jugement relatif, on a créé des classes d'âge. En général, dans le commerce, ce qu'on appelle les jeunes, c'est la tranche des 18-25 ans. Pour l'INSEE, c'est carrément les moins de 20 ans. Donc, objectivement, ce type-là n'est pas jeune. Et en plus, il est visiblement plus âgé que cet ouvrier qui, lui, n'est pas qualifié de jeune par les journalistes. Bah non, il est xénophobe. Jusqu'à maintenant, dans les reportages précédents, le Brexit était surtout présenté comme un combat entre les gens responsables et les inconséquents, les ouverts sur le monde contre les xénophobes nationalistes. Et maintenant, on voit pointer ici les nouvelles dichotomies des médias pour le Brexit, qui sont des dérivés des premières et qui seront très utilisées après le séisme du résultat du vote. En gros, ça va être les jeunes, coulés branchés qui vivent avec leur époque, contre les ringards nostalgiques, les CSP+, éduqués, contre les ouvriers bébêtes, les citadins cosmopolites, contre les ruraux qui vivent repliés sur eux-mêmes et sentant le fumier. On aura l'occasion d'y revenir lors des prochains épisodes. Mais d'abord, on continue avec un reportage que je trouve assez puant, parce que les journalistes vont vanter les bienfaits de l'immigration européenne au Royaume-Uni, mais pas celle venant du reste du monde. Vous allez voir. Cette question de l'immigration est effectivement le premier thème mis en avant par les partisans d'une sortie. Pourquoi? Quel constat? Loïc Delamornay, Anto Philippi. Dans la façon qu'a Pujadas d'amorcer ce reportage, on a l'impression qu'on va nous parler des arguments des pro-Brexit contre l'immigration. Mais c'est tout l'inverse qui va se passer. Ils ont été la cible principale de la campagne des pro-Brexit. Les immigrés et surtout les migrants européens venus librement des autres pays de l'Union. Sur les 63 millions d'habitants du pays, on compte 55 millions de Britanniques, 5 millions d'étrangers venus du monde entier et 3 millions venus de l'Union européenne. Parmi eux, beaucoup de Polonais. Dans cet hôtel d'une région très pro-Brexit, ils représentent 80% du personnel. Beaucoup de Françaises également, notamment des jeunes, qui n'ont pas l'impression d'exploiter le système. On participe activement, on donne de notre temps, on travaille, on paye nos impôts. Donc c'est vrai que j'ai du mal à comprendre les personnes qui sont pro-Brexit et qui disent que les immigrants ne font rien. Alors est-ce que ces immigrés européens coûtent cher à l'État, en prestations sociales, en formation, en soins de santé? Pour cet expert britannique, la réponse est claire et nette.
Généralement, les migrants européens qui viennent ici ont déjà été formés dans leur pays d'origine, aux frais des Français, des Italiens et des Allemands. Et la plupart du temps, ils ne sont pas très vieux, donc ils ne passent pas beaucoup de temps dans notre système de santé. Donc, ils sont bons pour notre économie et pas chers pour nos finances publiques. Des affirmations vérifiées dans les chiffres. Au Royaume-Uni, sur tous ceux en âge d'avoir un emploi, 78% des Européens travaillent contre 74% des Britanniques et 62% des autres étrangers. Les Européens sont ceux qui travaillent le plus. Et ils ne touchent que 2,2% des allocations chômage, une goutte d'eau face aux 7,7% touchés par les autres étrangers et l'écrasante majorité touchée par les Britanniques. L'écrasante majorité des allocations chômage sont touchées par les Britanniques. Avec, tu vois, un petit ton de reproche. Mais bon, sachant que l'écrasante majorité des habitants du Royaume-Uni sont des Britanniques, on pouvait s'y attendre, quoi, c'est pas vraiment un scoop. Bref, moralité du reportage, il y a les bons immigrés. Ils sont européens, ils travaillent plus que les Britanniques, sont formés dans les autres pays et touchent peu d'allocs, ils sont bons pour l'économie. Cessez de les prendre de haut, ce ne sont pas des assistés. Ne faites pas l'erreur de les confondre avec ceux venant du reste du monde, qui eux effectivement sont moins travailleurs et plus profiteurs, mais voilà, stop aux amalgames, régulez l'immigration si vous voulez, mais pas celle venant des pays européens. Au fait, c'est qui cet expert britannique ? Hugo Dixon, directeur de l'Institut InFact. Et c'est quoi ce truc ? Eh bien, c'est un lobby ultra pro-européen qui veut nous expliquer pourquoi le Royaume-Uni et l'Union européenne doivent travailler ensemble. En ce sens, ils ont rédigé tout un tas d'articles sur la question et ont été très actifs dans la campagne du Brexit, leur but étant bien sûr de faciliter la diffusion de leurs informations orientées dans la presse en prémâchant le boulot des journalistes. C'est ce qu'on appelle faire de la relation presse. Ces gens-là, qui ne vendent absolument rien et ne mettent pas de pub sur leur site internet, disposent pourtant de beaucoup d'argent pour mettre en valeur et diffuser leur point de vue grâce au mécénat. Et pour cause, ils publient sur leur site la liste des donateurs qui donnent plus de 500 livres par an. 42 personnes, et parmi elles on trouve des nobles, des politiciens, des banquiers, et notamment David Rothschild ou encore The Wake Up Foundation. Tiens donc, c'est quoi ça ? Eh bien, c'est une association qui s'est donné pour but d'éveiller les consciences publiques sur les dangereuses tendances actuellement à l'œuvre dans les sociétés occidentales. Comprenez en gros l'euroscepticisme. Et oh, surprise, parmi les organisations supporters, on trouve le Mouvement Européen International. Alors, je ne dis pas que ce que dit Hugo Dixon est faux, au moins dans cet extrait, parce que sur leur site il y a un petit peu tout et n'importe quoi, et d'ailleurs on aurait bien aimé savoir d'où viennent ces chiffres donnés dans leur reportage et comment ils ont été obtenus, parce que s'ils sont fournis par l'Institut InFact, c'est quand même un peu douteux. Et puis la présentation de Hugo Dixon est à refaire. Il aurait fallu dire « Cet expert britannique, directeur d'un lobby pro-européen, financé entre autres par David Rothschild et une association soutenue par le Mouvement Européen International, nous explique pourquoi les pro-Brexit ont tort. » Et là, tout de suite, en tant que spectateur, t'es déjà plus à même de juger ce que tu regardes. Mais bon, ça, les journalistes s'en foutent clairement. Parce qu'en plus, comme vous allez le voir, ils vont nous faire le coup une deuxième fois aujourd'hui. Continuons. Loïc, on revient à cette soirée et à cette nuit. Est-ce que les entreprises, est-ce que les banques se préparent à des heures particulières ? Oui, indubitablement, David, même si la City a un tout petit peu repris confiance ce soir, je peux vous dire qu'il y a nuit blanche en perspective, les litres de café sont prêts et tous les banquiers, les financiers sont prêts à scruter fiévreusement les écrans des chaînes de télévision cette nuit. Alors, nous avons été tournés dans la City, je peux vous dire que plusieurs chefs d'entreprise nous ont dit, sans le crier sur les toits, qu'ils avaient bel et bien préparé des plans B, des projets de déménagement, qu'ils avaient même visité d'autres immeubles, d'autres bâtiments à Dublin, à Paris, à Francfort. Oui, c'est ça, les entrepreneurs ont donné cette info à l'envoyé spécial d'un JT parmi les plus regardés de France parce qu'ils ne voulaient pas la crier sur les toits. Tu vois, c'est comme le 21 juin quand on nous a dit qu'HSBC était prête à déménager une partie de ses bureaux en cas de Brexit, la banque a fait un communiqué là-dessus pour rester discrète et ne surtout pas influencer le vote des électeurs, évidemment. Ce qu'il y a de sûr aussi, c'est qu'a priori, la City a préparé ses propres sondages qui la tiendront informée avant les sondages publics dans quelques heures en plein milieu de la nuit pour prendre éventuellement des décisions très rapidement demain matin. Merci Loïc. Le scrutin engage évidemment l'avenir de la Grande-Bretagne. Mais dans toute l'Europe, on s'interroge aussi sur un effet domino, une possible contagion. Explication Hakim Abdelkalek, Valérie Lerouge, Sylvain Winans. Avec une Grande-Bretagne qui aurait retrouvé toutes les couleurs de sa souveraineté, d'autres pays membres seraient-ils tentés de filer à l'anglaise ?
Déjà, certains regards se tournent vers les pays riches, qui financent en partie l'Union européenne, comme la Finlande, la Suède ou le Danemark. À Copenhague, cela fait bien longtemps que le chant des sirènes européennes ne fait plus rêver. Des Danois souvent fatigués de payer pour une Europe dont, selon eux, ils ne tirent guère de bénéfices. 4 Danois sur 10 veulent désormais un référendum sur la sortie de leur pays. C'est la bombe atomique. Une fois que vous mettez votre référendum et que la réponse est oui, on veut sortir, c'est quand même une voie qui est très particulière d'un point de vue politique. Et voilà, ils nous refont le coup du « Oups, l'expert censé être neutre et indépendant s'avère finalement être un lobbyiste pro-européen. Oh bah merde alors. » Bon, les gens connaissent un peu plus la Fondation Robert Schuman que l'Institut Infact, mais quand même, remarquez la démarche. Quand il faut aller commenter la montée de l'euroscepticisme en Finlande, en Suède ou au Danemark, les journalistes de France 2 vont, à Paris, interroger la Fondation Robert Schuman. Comme ça on est sûr d'avoir un avis impartial, neutre, sans appel à l'émotion, et sans hyperbole du genre « c'est la bombe atomique ». Attention, il a un référendum sur lui! C'est la bombe atomique. Une fois que vous mettez votre référendum et que la réponse est oui, on veut sortir, c'est quand même une voie qui est très particulière d'un point de vue politique. Donc, est-ce que d'autres gouvernants vont vouloir aller sur ce chemin-là? J'en suis pas convaincu. Est-ce qu'ils peuvent poser la question à leur Parlement? Est-ce qu'ils peuvent venir ici en menaçant d'un référendum? Ça, c'est une possibilité qu'il ne faut pas exclure. Mêmes interrogations pour la France et les Pays-Bas. 2 pays qui ont dit non à la Constitution européenne en 2005 et dont les leaders souverainistes d'extrême droite sont désormais au plus haut dans les sondages. Bon, voilà. Pour les médias, faut être d'extrême droite pour vouloir sortir de l'Union européenne, ça je pense que maintenant vous l'aurez compris. Aux Pays-Bas, près d'un habitant sur 2 souhaite désormais une consultation populaire sur la sortie de leur pays. En France, Marine Le Pen, si elle est élue, a promis d'organiser un référendum sur le départ de la France. Mais que se passera-t-il si la Grande-Bretagne reste européenne? Certains dirigeants pourraient marchander les avantages avec Bruxelles, s'inspirant de David Cameron. Il y a 4 mois, le Premier ministre britannique a obtenu un statut spécial pour la Grande-Bretagne. De quoi renforcer, selon lui, le camp du maintien dans l'Union. Quant aux pays de l'Est, ils restent pour l'instant attachés à l'Europe grâce aux milliards d'euros que leur verse chaque année Bruxelles. Ah, l'Europe, ce beau projet. Le reportage dresse quand même un tableau assez sombre de la situation quand on y pense. Parce que, en gros, si on ne donne pas des milliards d'euros à un pays, son dirigeant peut être tenté de faire un chantage sur sa sortie de l'Union européenne pour extorquer des avantages afin de calmer l'euroscepticisme grimpant de sa population. Faut pas s'étonner si ensuite les pro-Europe considèrent le référendum comme une bombe atomique pour leur projet, hein. Et encore, on nous a pas parlé de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de la Grèce, de Chypre, de Malte. Et puis, triste bilan du traitement médiatique du Brexit, hein, aujourd'hui encore. Pour preuve, on termine avec l'interview plateau de François Langlais qui va relever le niveau. Faut quand même être tombé bien bas, hein, parce que l'anglais c'est pas Jojo quoi. On pourrait faire une émission complète sur les bourdes de François Langlais d'ailleurs, hein. Mais bon, aujourd'hui son intervention a au moins le mérite de dédramatiser le débat sur les questions de frontières et d'identité nationale. Alors, pas de beaucoup, hein, mais assez quand même pour extirper un haussement de sourcils de stupéfaction à Pujadas. Par contre, après, il va lentement dériver vers un délire masturbatoire à base de vieux continents qui craquent et de rénovations fécondes, enfin bref. On a un peu l'impression d'avoir affaire à une bohémienne qui lit notre avenir dans des feuilles de thé. Et à quelques heures des résultats, on referme ce chapitre avec votre analyse, François Langlais, sur ce qui se joue vraiment dans ce scrutin. D'abord, est-ce qu'un Brexit serait une catastrophe économique comme on l'entend parfois ? Il y a eu des scénarios très inquiétants qui ont été faits par les grands organismes internationaux. Certains pronostiquent, à échéance de 15 ans, en cas de Brexit, un déficit d'activité de 4 à 8% du PIB. C'est énorme. Mais honnêtement, ça n'est pas très crédible. Comment peut-on prévoir l'économie à 15 ans alors qu'on ne sait même pas de quoi sera faite la croissance de l'année prochaine? Le Brexit est un événement sans précédent. Il est par nature très difficile à évaluer. Ça signifie que ça n'est pas forcément l'économie qui est en jeu? Oui, en effet, oui, absolument. Ce qui est en jeu, c'est l'identité nationale britannique. C'est l'aspiration d'une communauté nationale à se différencier, notamment avec des frontières. Alors ça peut sembler irrationnel, reste que c'est un fait politique majeur, et pas seulement au Royaume-Uni. Et pour l'Union européenne elle-même, est-ce que cette sortie serait un mauvais coup? Pas forcément. C'est l'une des manifestations de la révolution politique qui se déroule sous nos yeux. Les peuples semblent fatigués des vieilles idées et des vieux partis. Regardez, en quelques jours, on a vu l'extrême droite autrichienne à un cheveu de la présidence de l'État. La mairie de Rome conquise par une inconnue haut la main.
Et aujourd'hui, ce sont les Britanniques qui votent pour ou contre l'Europe. Dans 3 jours, les législatives espagnoles vont à leur tour probablement laminer les grands partis traditionnels. C'est tout le vieux monde qui craque, éprouvé par des années de crise à la fois économique et identitaire. Aussi, quel que soit le résultat du vote de ce soir, une nouvelle période s'ouvre, une période de rénovation, à la fois dangereuse et féconde. Merci François, et notez que le Grand Soir 3 sur France 3 vous propose une édition spéciale en direct de Londres à 22h25 tout à l'heure, édition spéciale aussi de Télématin dès 6h30 demain avec Marie Drucker à Londres. On aura alors les résultats. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle les consignes de sécurité en cas d'exposition prolongée à un JT. Si, après les 30-40 minutes de Pujadas, vous avez envie de vous farcir la soirée électorale spéciale Brexit, où on ne va rien dire d'intéressant parce qu'on aura les résultats que le lendemain, allez voir un psychologue, faites un IRM, bourrez-vous la gueule, enfin agissez, vous avez un problème. Pour les autres, qui sont sans doute en état de sidération devant le degré de connerie de cette émission prétentieuse, accrochez-vous parce que ça va empirer, demain c'est le grand jour, le Royaume-Uni va s'isoler. À la prochaine.